Bonjour à tous et à toutes. On est ravis d'être là aujourd'hui pour vous parler des influences japonaises dans l'animation française. Le sujet est vaste et je vous garantis que ces 4 personnes spécialistes mises ensemble pourraient en parler pendant de nombreuses heures. Donc l'exercice va être plutôt de synthétiser ou de faire des petits focus sur quelques sujets parce que c'est assez inépuisable. Mais on va essayer de faire ça bien. Je vais quand même vous proposer une petite mise en contexte pour aussi vous dire ce qui nous a amené à avoir envie d'aborder ce sujet aujourd'hui. Donc moi, je suis au CNC et évidemment, on a un rapport un peu contextuel, sectoriel à ces sujets d'animation. Et voilà, force est de constater que le secteur de l'animation en France et plus globalement en Europe est un peu en berne et que c'est pas du tout le cas au Japon. Au Japon, ça fonctionne très bien, peut-être même mieux que jamais, même si on peut aussi en débattre. Et non seulement ça fonctionne bien, mais les Japonais s'intéressent à nous. Et c'est une question, nous aussi, qu'on s'est posée, c'est ça fonctionne bien chez eux, pourquoi les Japonais s'intéressent-ils à l'Europe en ce moment ? Et évidemment, les Européens qui cherchent des relais de croissance, des relais de diffusion et à renouveler un peu leur regard s'intéressent beaucoup au Japon. Donc nous, on voit ces temps-ci quelque chose qui se passe à cet endroit, du dialogue renouvelé ou de l'envie de mieux se rencontrer. Personne n'a pu manquer les énormes succès salles de ces derniers temps de films japonais en France. Demon Slayer en est le dernier exemple, mais parmi d'autres. Et on constate aussi, côté audiovisuel, un même mouvement avec l'arrivée pas récente, mais de plus en plus présente de plateformes spécialisées, ADN et Crunchyroll, qui diffusent de l'animé japonais en France, mais qui également cherchent à produire de l'animation d'inspiration japonaise avec les Européens. Donc tout ça, ça nous donne un peu un contexte de « il se passe quelque chose en ce moment ». Peut-être que ça s'est toujours passé, mais qu'on l'observe un peu plus ces temps-ci. Et ça nous a donné envie de nous pencher sur le sujet. Donc, pas très facile à angler, puisqu'on pourrait l'aborder de 1000 manières différentes. On a une histoire commune, d'une certaine manière. On va y revenir un peu avec des références communes. Il y a quand même des influences un peu différentes. Il y a sans doute des spécificités. C'est quoi l'animation japonaise par rapport à l'animation française? Et comment est-ce qu'on pourrait réussir à trouver une définition, des marqueurs, un descriptif qui pourrait nous parler? Et plus généralement, moi, la question que je me pose et qu'on pourra peut-être se poser ensemble si on a le temps, c'est si l'animation japonaise arrive à aborder un si large public, à avoir autant d'audience sur leur territoire et à l'international, et quelque part avoir une cible plus large que la cible que nous, on connaît en Europe pour l'animation, de quoi peut-on s'inspirer? Et est-ce qu'on pourrait quelque part répliquer un tel succès et parvenir à nous élargir la cible des spectateurs de l'animation en France? Donc voilà, les questions sont très nombreuses. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à tout explorer en profondeur aujourd'hui, mais on va commencer par le commencement. Et donc, pour aborder ces questions, j'ai à mes côtés des gens exceptionnels et grands spécialistes. On commence par Jérémy Perrin, donc réalisateur, que vous connaissez tous certainement, mais je rappelle son travail sur Last Man et évidemment sur Mars Express. À côté, Anaïs Chevillard, réalisatrice, storyboardeuse, dont on connaît aussi très bien les travaux, puisqu'on peut citer Lascar 2, Dead Cells, Migration ou même Arcane, qui sont tous des projets sur lesquels tu as travaillé à différents postes. Décidément, c'est pour toi. Donc, Mathias Jambon-Puyer, responsable développement des contenus français de Crunchyroll. Et enfin, Ilan Nguyen, grand spécialiste universitaire sur l'animation japonaise. Donc, on y va. Les questions sont nombreuses. Je voudrais peut-être commencer par un mini panorama historique, si vous le voulez bien, Ilan. Nous rappeler un peu l'histoire de l'animation japonaise en France. Peut-être ce qu'on peut appeler son âge d'or et puis sa décadence, ou en tout cas sa disparition de nos écrans. Et qu'est-ce que ça a pu laisser comme trace aujourd'hui, en essayant on pourrait parler juste de ce sujet pendant 1h30, donc en essayant de le faire synthétique. Bon, alors oui, on va essayer, mais peut-être avant même de parler de la réception de l'animation japonaise en France,
un mot aussi peut-être sur la genèse de cette industrie au Japon même. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après la guerre, au Japon, à partir de 1956, démarre ce qu'on peut désigner comme l'ère des grands studios. C'est-à-dire de grandes compagnies sont créées, des studios de production d'animation qui vont réunir des centaines de personnes. Bien sûr Toei, le studio d'animation de Toei, qui est le premier et le plus gros de ces studios, et qui est aujourd'hui le plus ancien et reste le plus important des studios de production de dessins animés au Japon. Donc Toei, même pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'animation japonaise, c'est forcément un studio que vous connaissez, puisque c'est là qu'ont été produits des dessins animés comme Dragon Ball, Ken le Survivant, Albator, Goldorak, Candy, bref, tous ces dessins animés, Les Chevaliers du Zodiaque, etc. Bref, aujourd'hui One Piece, etc. Donc Toei, qui est d'abord un des 5 grands studios de cinéma au Japon, des 5 grandes compagnies après la guerre, décide de créer un studio d'animation où il y aura à son apogée en termes d'effectifs quelques 650 personnes au milieu des années 60, donc ce qui en fait le plus gros studio de dessin animé de toute l'Asie à ce moment-là. Un second studio qui est créé par Tezuka au début des années 60 où il y a 550 personnes à la même époque. Donc voilà, les Japonais ont réussi à créer une industrie du dessin animé, là où en France on n'a pas réussi à le faire à l'époque après la guerre. Donc ça c'est une première chose. Et puis donc ensuite par les aléas superposés, je dirais, de ce qui relève des sélections des programmateurs pour la télévision qui sont allés faire leurs achats, disons, au Japon pour acheter à bas prix des productions animées qui étaient déjà rentabilisées sur le territoire local. Bon, ben, donc qu'est-ce qui fait qu'on a eu tel ou tel dessin animé japonais diffusé en France ou pas, diffusé ailleurs et pas en France? Tout ça, il y a une somme de contingences, je dirais, bon, et des choix, des inclinations personnelles, des calculs sur le succès possible de telle ou telle production. Et donc, à partir en gros, la deuxième moitié des années 70, avec donc 78, c'est l'arrivée de Goldorak en France, et tout ce qui s'ensuit, des centaines de séries, des milliers d'épisodes. On pourrait faire une liste sans fin de tous les dessins animés japonais qui sont passés en France à la télévision à l'époque. Et à l'époque, en France, il y a 3 chaînes de télévision, ensuite 4, ensuite 5, etc. Mais bon, ces productions répondent à une attente peut-être du public. Par exemple, ne serait-ce que les séries animées pour les filles, par exemple. Ça, c'est un truc qui peut sembler aujourd'hui une sorte d'évidence. Mais à l'époque, ça ne se produisait pas, et les Japonais, eux, en produisaient. Donc, un dessin animé comme Candy, un dessin animé comme Sailor Moon, on en parlera tout à l'heure, j'imagine, trouve un public que la production locale, même si en France, voilà, à partir de 83, les états généraux de l'animation, le fait de vouloir revitaliser la filière, etc., et d'organiser une production amène à des résultats. Bon, on n'en était pas là du tout, en fait, dans cette évolution. Et donc, je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans cette évocation de la façon dont des productions japonaises ont trouvé assez naturellement, en fait, un public, parce que en réalité, elles répondaient à des attentes d'un public beaucoup plus finement, en fait, ciblé par ces productions au Japon que ce n'était le cas, en fait, en France. Et donc, voilà, on peut dire, moi j'ai l'habitude de dire que les Japonais, en fait, en matière de dessin animé commercial, ont, à partir des années 60, quand ils ont commencé à ouvrir leur propre chemin dans le dessin animé, ont pris peu à peu une avance sur le reste de la production de dessin animé, qui est de l'ordre d'une génération, c'est-à-dire d'une vingtaine d'années, je dirais. Voilà. Et puis, ces dessins animés disparaissent des écrans. Oui, alors effectivement, donc durant les années 80, il y a énormément de titres qui sont diffusés, qui sont d'ailleurs, dont un certain nombre ne sont même pas tellement identifiés comme japonais. Il y a toutes sortes de productions dont on se demanderait si c'est japonais. Est-ce que Calimero c'est japonais? Est-ce que le Barbapapa c'est japonais? Est-ce que Maya l'abeille c'est japonais? Oui, tout ça c'est japonais. Et donc bon, simplement il y a un certain nombre de titres qui commencent à être repérés et qui commencent à poser des problèmes. Dans les années 80, le Japon et c'est l'époque de la bulle, c'est vraiment le summum de sa puissance économique, et donc le Japon devient deuxième puissance économique au monde, menace les États-Unis, donc devient une sorte d'ennemi à abattre. Et donc c'est une époque où il y a ce que les anglo-saxons appellent le Japan bashing, donc on commence à taper sur le Japon, et donc que ce soit ces productions culturelles comme le dessin animé, comme le jeu vidéo, etc., font l'objet des pires préjugés, on va dire. Et donc voilà, avec la création donc
ce qui était le CSA à l'époque, et donc d'un système de quotas et puis de système d'amende pour de la diffusion de contenus problématiques, le dessin animé japonais va structurellement, en fait, petit à petit disparaître des écrans de télévision au cours des années 90, parce que, effectivement, même si ce sont des contenus qui trouvent un fort public, ce sont des contenus qui posent des problèmes, effectivement, pour leurs diffuseurs, et qui sont, du coup, sacrifiés, je dirais, en priorité par rapport à d'autres contenus éventuellement violents, mais qui, potentiellement, étaient moins destinés aux enfants dans l'idée de ceux qui les programmaient. Voilà. Oui, et il y a eu une forte politique publique pour soutenir à ce moment-là la création française aussi, et qui a instauré, comme vous l'avez évoqué, un système de quotas. Donc on arrive aux années 90, et c'est là où je me retourne vers Jérémy et Anaïs. Vous êtes, vous, typiquement, cette génération qui avait grandi avec ces dessins animés japonais et qui arrive dorénavant, avec votre grand âge, sur des postes plus à responsabilité et de lead sur la création, et donc assez naturellement vous arrivez avec ce bagage-là culturel. Pour commencer, peut-être Jérémy, vous pouvez nous raconter un peu votre rapport au dessin animé enfant, ado, et qu'est-ce que vous en auto-analysez aujourd'hui par rapport à vos références et votre création. Petite parenthèse avant, donc on innove, nous, on va vous parler dessin animé sans vous montrer aucune image. Voilà. Donc il va falloir faire preuve d'imagination tout du long de cette table ronde. Oui, après, je pense que quand on évoquera peut-être des séries, je pense que tout le monde aura un peu une idée en tête de quoi on parle. Oui, en fait, moi, du point de vue enfant, mais en fait, je pense, Ilan, on a à peu près de la même génération, donc tu as vécu aussi les mêmes années que moi. Effectivement, moi, j'adorais les dessins animés en général, ce qui est toujours le cas, et je ne distinguais pas exactement, étant enfant, ce qui était japonais, ce qui était français, ce qui était américain. Bon, c'était des dessins animés, quoi. Mais d'autant que, effectivement, il y avait une éditorialisation. On avait beaucoup, parmi ces dessins animés japonais, des adaptations même de romans français. Enfin, on pense à Sans famille, on pense à même, Les Trois Mousquetaires. Alors, oui, c'est ce que j'allais dire. On peut penser aussi à Lady Oscar, qui est une adaptation de manga typiquement japonais, mais qui se passe à Versailles avec la Révolution française en toile de fond. Bref, tout ça, c'était pas hyper clair, mais pour nous. Mais moi, j'avoue que j'adorais ça, et je sentais quand même qu'il y avait une différence dans le traitement et dans l'esthétique, dans les techniques même si je mettais pas exactement le doigt dessus. Mais assez vite, mes parents, comme les parents de tous mes amis, ont pris en grippe l'animation japonaise. Elle a commencé à être identifiée par exactement, et par des institutions comme Télérama, etc., qui aujourd'hui défendent l'animation japonaise. Donc il y a eu toute une évolution quand même du rapport culturel français avec cette animation-là. Et donc voilà, effectivement, moi j'ai un rapport à l'animation japonaise qui démarre avec une espèce de culture populaire, qui est la télévision, une culture pop comme ça, et qui est aussi une culture commerciale et industrielle. Nous, on n'avait pas du tout le cinéma d'animation de long métrage japonais, ni du court métrage, encore moins. Enfin voilà, c'était vraiment des produits télé. Mais au fil du temps, et en me renseignant un peu, parce que moi j'étais impacté par ces histoires qui nous étaient racontées, non seulement pour leur thématique qui était très différente de celle des productions américaines et françaises, pour le peu de productions françaises qu'il y avait. Il faut aussi se rappeler ça. À l'époque, on ne faisait pas grand-chose à part Astérix et puis Le Roi et l'Oiseau, quoi. Mais bref, oui, non, il y avait d'autres trucs, bien sûr. René Laloux, bien sûr, j'adore, voilà. Bref, mais disons que pour un enfant qui regarde la télé, voilà, c'est pas tout à fait la même histoire. J'ai perdu le fil, merci beaucoup. Je me souviens plus où j'en étais. Vous êtes allé vous-même chercher d'autres références en grandissant. Voilà. Et en fait, ce que j'ai constaté et qui m'a beaucoup intéressé, c'est que malgré cette conscience progressive que tout ça était des séries télévisées qui étaient faites pour être quelque part du flux, on achète un grand nombre d'épisodes pour les diffuser, etc. Il y avait quand même quelque part des gens qui, dans cette production-là, cherchaient à faire valoir une vision des choses, ou avoir sortons les gros mots, qui étaient des auteurs, quoi. Et donc, on commençait à pouvoir retracer comme ça des parcours, etc. Et c'est, par exemple, bien plus tard, alors j'accélère un peu parce qu'on n'a pas non plus toute la vie, mais quand j'ai commencé à découvrir
découvrir, dans une période de grand creux justement de l'animation japonaise à la télévision française, les œuvres de Miyazaki par exemple, mais sous forme de VHS qu'on se repassait sous le manteau parce que c'était pas distribué chez nous, ou alors dans des versions tronquées bizarres, Nausicaa qui s'appelait La Princesse des Étoiles avec 20 minutes en moins, etc. Nous, on avait avec des potes, un réseau de fans hardcore, on était des puants, quoi. Faut se dire ça, c'était vraiment un truc de geek. On avait donc des copies de VHS passées de NTSC en PAL, etc. Donc l'image était dégueulasse de Nausicaa, sans sous-titres, on comprenait rien, mais on comprenait tout, puisque c'était extrêmement bien mis en scène et que la narration était d'une grande maturité, etc. Et en fait, on comprend que ce gars-là, il avait fait des épisodes de Sherlock Holmes, la série qu'on avait eue avec le Sherlock Holmes anthropomorphique à l'époque sur Antenne 2, etc. Et donc, on commence à se dire, ah bah attends, mais en fait, c'est des gens qui viennent de la télé, qui avancent, qui font des films et qui ont gardé cette touche qui leur est particulière, et on commence à sentir une mise en scène qui appartient à Miyazaki, puis on découvre d'autres réalisateurs. Enfin, avant ça, il y a bien sûr Akira qui était sorti et qui avait été un grand événement en France, puisque c'était un film qui à la fois contredisait tout le discours qu'avait disons, l'intelligentsia française de l'époque vis-à-vis de l'animation japonaise, qui était que l'animation japonaise c'est mal animé, voilà, c'est animé en 4 images secondes, etc. Enfin bon, bref. Là, non, c'était extrêmement bien animé, extrêmement riche, extrêmement luxueux. Par contre, c'était hyper violent. Là, c'était encore ce moment où c'était peut-être... il y avait toujours une bataille à mener de ce côté-là. Mais effectivement, avec le temps... d'autres films comme ça sont sortis, notamment, je pense, Miyazaki a énormément aidé, hein, et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, dès qu'un nouveau réalisateur sort un film qui va être familial, on va écrire le nouveau Miyazaki sur l'affiche, en parlant de ce réalisateur. Voilà, donc il est toujours comparé, il est toujours cette espèce de modèle central. Et donc, où j'allais avec ça oui, je ne sais plus. Non, mais on a les influences, puis on reviendra peut-être un peu plus tard sur les conséquences sur votre travail. Peut-être avant ça, Anaïs, donc pareil, enfant de la télé, j'imagine. Il a tout dit ce que j'aurais pu dire. En fait. Ah si, Sailor Moon, voilà. C'était une de mes questions. Est-ce que, par rapport à ce que Ilan disait sur l'ultra-segmentation, enfin en tout cas une plus fine segmentation des propositions à cette époque, est-ce qu'il y a un prisme féminin à ces influences ? Sans doute, comme disait Ilan, j'ai dû faire partie d'un public cible parce que effectivement, il y a des œuvres de Magical Girl qui m'ont particulièrement touchée. Après, il y avait des trucs destinés aux filles qui me plaisaient pas du tout, et moi, de toute façon, j'aimais bien les robots, donc voilà. Il y a des niches pour tout le monde en fait. Mais oui, je vais rejoindre Jérémy sur la contextualisation des années 80-90, parce que moi, franchement, mes premiers souvenirs moi aussi, j'ai tout regardé, les Disney, tout ce qui passait entre les mains, mais c'est vrai que les souvenirs les plus forts, en fait, voilà, mes souvenirs d'enfance les plus marquants, parmi ceux-là, il y a des découvertes de dessins animés. Il y a la première fois que je vois Gigi se transformer. Et puis quelques années plus tard, la première fois que Sailor Moon se transforme, je dis il y a un truc qui se passe. Mais oui, c'est difficile. Peut-être que l'essor que ça a pris en France, c'est lié en fait à ce contexte, à ces années-là, parce que en fait, c'est difficile de se remémorer que c'est une époque pré-Internet. Donc on était tributaire de ce qui se passe à la télévision. C'est pas nous qui sommes aux commandes. Et c'est vrai que quand ça s'arrête d'être diffusé à la télé, parce que il y a eu des paniques morales et il y a eu aussi des erreurs de programmation. C'est vrai que Ken le survivant à 10h du matin, c'était pas non plus tout à fait ultra ciblé, quoi. Mais il y avait, je pense, en fait, il y avait cette espèce de bug de la matrice même s'il y avait des gens qui aimaient en fait les dessins animés qui étaient diffusés, je veux dire, même si à la diffusion il y avait des gens qui étaient intéressés par le produit lui-même, moi en fait, je pense qu'on pouvait très bien percevoir en tant qu'enfant que les chaînes qui diffusaient ces dessins animés n'en avaient rien à faire et qu'on avait là par hasard de la distribution des choses absolument géniales en fait. Donc, quand après 12 paniques morales et je sais pas, c'est Gwen Royal qui a fait son beurre là-dessus, on a arrêté. Il y a eu un gros stop de la diffusion des dessins animés japonais à la télé. Je pense que tout le monde s'est un peu
retrouvé orphelin, et c'est là, moi, que j'ai commencé à suivre des filons, à découvrir qu'il y avait un magazine spécialisé qui s'appelait Animeland, à découvrir qu'il y avait des conventions, et à découvrir qu'il y avait en fait déjà une génération d'avant moi, enfin des grands frères, grandes sœurs qui avaient commencé à faire des fanzines, faire des films, faire des conventions, faire des traductions. Et puis donc avec les premiers événements, des invités japonais qui arrivent, et en fait d'un coup ça crée une espèce de communauté de geeks, hein, mais qui a fait que grandir. Et c'est vrai que en fait, je pense que c'est difficile de se le figurer aujourd'hui parce qu'on peut aller chercher ce contenu. En fait, on est presque comme le japonais moyen qui a accès à son Shonen Jump et à tous les dessins animés du moment. Mais en fait, je pense que l'essor de ça en France, c'était vraiment le truc mystérieux de c'est quoi cette culture, pourquoi il y a des œuvres de qualité, et pourquoi... Et aussi parce qu'en fait, il y avait une culture qu'on ne connaissait pas qui transparaissait au travers de ces œuvres. Parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qu'on a aimées, qui étaient diffusées à la télé, où c'est des histoires qui se passent dans un quotidien un peu normal de banlieue de Tokyo, quoi. Et moi, ça me rendait presque nostalgique d'un endroit que je ne connaissais pas. Voilà, donc il y avait vraiment cette espèce de mystère autour de toute une culture que je ne connaissais pas, mais dont j'apprenais C'est parfait comme les transition codes. Voilà. Pour ma deuxième question. Donc vous vous êtes prise d'amour pour cette culture et ça vous a amené à apprendre un peu le japonais et surtout à partir au Japon ? Mais oui, mais je peux pas dire que c'est une décision très originale au final, parce que ça s'est inscrit dans un mouvement général. En fait, il y avait, en fait, pour moi, c'était évident que je voulais savoir comment ça fonctionne, mais de partout les bouts. Et j'ai eu la chance, en fait, de me rapprocher justement des gens qui avaient déjà commencé à faire des connexions avec le Japon. Donc, j'ai rencontré des personnes comme Christophe Herrera, Ilan Nguyen, Alex Pilot, ceux qui étaient en fait les premiers instigateurs, les premiers créateurs de liens entre là-bas et ici. Donc, en fait, pour moi, ça s'est passé de la manière suivante. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai commencé à apprendre le japonais parce que, pour zéro raison, en fait. Et à un moment donné, il y a donc Stanislas Brunet et Thomas Romain qui sont partis au Japon pour faire la série Urban Star Racer. Donc, je pense que pour ma génération, c'était le truc le plus cool du monde. Et comme ils sont restés au Japon et que j'entendais mon collègue Alex Ullman à Kamalek dire qu'il allait aller faire un stage là-bas, j'ai dit tu connais qui? Et il me dit Thomas Romain. J'ai dit attends, je vais l'appeler. Donc du coup, je suis venue avec lui. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Hein. Voilà. Et alors, ça se passe comment dans un studio japonais ? C'est quoi le choc culturel de la française qui arrive là ? Et est-ce qu'il y a un gouffre culturel ou est-ce qu'au contraire, il y a beaucoup plus de culture commune que ce qu'on s'imagine quand on parle d'animation, évidemment, pas de la culture en général ? Vaste question. En résumé, je pense que tout ce qui pouvait être différent culturellement, j'ai été d'une certaine manière préparée parce que justement, il y avait eu toute cette curiosité en amont. Peut-être même un peu trop stressée de mal faire parce que j'étais trop préparée peut-être et j'avais un peu oublié d'être naturelle, on va dire. Mais il y a sans doute une part d'apprentissage que tu as eu aussi, par-delà ton parcours et ta formation au Gobelin, sur place. Comment l'apprentissage de la production à la japonaise, je pense que c'est ça le sens de la question. Et je pense effectivement que j'ai été surprise surtout de voir comment étaient fabriqués les dessins animés, parce que moi aussi je suis en train de perdre le fil. En fait, c'est simplement que les modes de financement et de diffusion sont très différents. Même peut-être à l'époque de consommation de dessins animés. Pareil, il faut se replacer dans le contexte. En fait, c'était en 2008-2009 que j'ai passé un peu plus d'1 an là-bas. Donc on était sur papier, parce que maintenant il y a quand même beaucoup de productions qui se passent en numérique sur tablette, mais en tout cas voilà, on était encore dans cette époque un peu full traditionnelle. Moi, ce que j'ai vu, c'était que il y avait des gens très forts, mais que c'était des conditions de travail très dures, avec une manière de
comment dire, un rythme de production qui était extrêmement soutenu et que, en fait, la plupart des collègues que j'ai rencontrés au studio Satellite à l'époque faisaient ce métier comme un sacerdoce et je pense que la plupart n'espéraient pas vraiment avoir de vie personnelle. Voilà. Et je crois, Ilan, que c'est toujours un peu le cas dans les studios aujourd'hui au Japon. C'est ce qu'on imagine, en tout cas. On entend beaucoup ce genre de problème. Il y a un problème structurel, effectivement, dans le monde du dessin animé, dans l'industrie du dessin animé, qui fait que la loi de l'offre et la demande ne joue pas comme elle devrait, et que des gens qui travaillent dans ces milieux-là, qui sont souvent effectivement à la base de la pyramide en termes de production, n'en retirent pas les fruits que peuvent amener les succès des productions en question. Il y a tout un univers comme ça de petites mains qui triment d'une production à l'autre sans jamais effectivement en toucher les fruits. Donc, après, on peut parler effectivement des conditions de travail qui sont, pour certains studios et certains standards de rémunération, disons-le, hors la loi, y compris par rapport à la rémunération minimale qui est fixée par le droit du travail au Japon. Ça continue effectivement d'être d'actualité, malheureusement. Et donc, on a régulièrement des annonces, des problèmes qui sont mis en avant de tels studios, de telles pratiques, etc. Et ça va continuer, malheureusement, oui. Et du coup, Anaïs, après, je vous laisse tranquille. Est-ce que vous revenez du Japon avec une touche japonaise dans votre création ? Et est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du graphisme ou du style qui a été hérité des années là-bas ? Et est-ce que vous arriveriez à le définir sur quelques éléments marquants de votre style ou de vos recherches ? C'est hyper dur de répondre parce qu'il y a plein de questions dans une question et du coup je me suis moi de toute façon j'ai commencé en copiant des dessins que j'aimais bien, donc maintenant j'essaye juste d'arrêter de faire des mangas parce que en fait je fais que ça. Mais oui, ce qui est resté, c'est vraiment moi j'ai appris à cliner au début, en fait à faire la trace et les intervalles donc sur papier. Et je pense que ça, c'est vraiment une partie qui m'a éclatée parce que c'était très très dur. C'était vraiment de l'artisanat pur, quoi. Donc un travail de longue haleine et très précis, mais sur lequel j'ai pu observer une lente progression. Et donc c'était extrêmement satisfaisant. Je pense qu'il reste quelque chose dans le trait, voilà. Mais je ne sais pas si c'est intéressant. Ouais. Du coup, pour parler du style japonais, donc ce que vous en tirez, vous, en inspiration, mais aussi ce que vous pouvez apprendre lors de vos expériences là-bas, et est-ce que, Mathias, vous seriez, vous, spécialiste de l'animation plutôt audiovisuelle actuelle, est-ce que vous seriez en capacité de nous dire c'est quoi le style de l'animé japonais ? Alors, c'est une question extrêmement compliquée. Alors, j'allais commencer par là parce que ce débat m'a ramené un core memory, comme on dit. Je viens d'avoir un flash de mon enfance. Où à l'époque, moi, j'étais fan de Dragon Ball et mes parents, abonnés à Télérama, avaient des réserves sur ma consommation culturelle. Et ma mère ne retenait pas le nom Dragon Ball. C'était vraiment, voilà. Et du coup, elle disait les cheveux bananes. Et elle me disait, voilà, elle disait, tu regardes les cheveux bananes quand j'étais devant la télé. Et donc, du coup, effectivement, ce que pas mal de gens pensent, c'est, les animés, c'est les petits nez, les gros yeux et les cheveux en pique, ou en banane, hein, si on est dans Dragon Ball. C'est une vision très surface. Je vais essayer d'organiser un peu ma réponse, mais qui est pour moi en 3 parties. Désolé d'avance. La première partie, c'est qu'est-ce qu'on raconte ? Comment on le raconte et comment on le dessine. Comme on l'a pas mal dit, l'animation japonaise s'adresse à un public ado-adulte. C'est très souvent des adaptations de mangas qui sont eux-mêmes à destination des ados-adultes, qui parlent de problématiques qui les concernent. C'est-à-dire, c'est grandir, faire des efforts, qui on veut devenir, l'amitié, la liberté, des thématiques qui sont souvent très structurantes et des fables très morales. Par exemple, on peut penser à Death Note, qui fondamentalement pose la question de est-ce qu'il faut tuer les criminels, et qui est une série qui est passionnante parce que quand on a 15 ans, on se dit bah oui, effectivement, si on a le pouvoir, il faut tuer tous les criminels. Puis après, tu re-regardes Death Note à 18 ans et tu dis peut-être qu'en fait, la morale, etc. Et donc, c'est des séries qui sont à destination d'un public qui est
en quête d'identité, en quête de valeur, et qui leur apportent à un certain degré ces identités, ces valeurs. Des choses qu'on explore de moins en moins en animation occidentale. Moi, je me rappelle que quand j'avais mes premiers émois amoureux, je trouvais beaucoup d'écho dans les mangas japonais que je pouvais lire, dans Video Girl Eye, dans des choses comme ça, où on avait des personnages masculins ou féminins qui étaient en fait, on représentait le désir, le trouble, grandir. Et donc voilà, donc il y a vraiment toutes ces thématiques-là. Ça, c'est qu'est-ce qu'on raconte. Ensuite, il y a comment est-ce qu'on le raconte. Et moi, le mot que j'aime bien associer à l'animation japonaise, c'est l'intensité. C'est-à-dire que paradoxalement, aux Japonais qui sont une culture très dans la réserve, les personnages d'animation classique japonaise, ils expriment très fort et très souvent ce qu'ils ressentent. Ils crient beaucoup, ils s'énervent beaucoup, ils pleurent beaucoup. Je pense qu'à part en animation japonaise, on ne voit jamais autant d'hommes pleurer. Tous les personnages de One Piece qui sont censés être les mecs les plus balèzes de l'univers et qui coupent des montagnes en deux, etc., leur meilleur ami est en danger, les larmes, c'est terrible, c'est très grave. Deku, dans My Hero Academia, il passe son temps à pleurer. Ils sont vraiment, on est dans une espèce d'intensité émotionnelle très forte. Alors même qu'on a une vision de la culture japonaise assez... je pense que c'est plus une peu question pour démonstrative. Ilan, mais je pense qu'il y a un côté un peu cathartique, peut-être dans l'animation japonaise, de dire ça. Et c'est aussi des personnages qui, en Occident, on a un peu ce tropisme de dire il faut montrer plutôt que dire. Les Japonais disent, ils vont faire des grands laïus sur moi, mon but dans la vie, c'est d'être le roi des pirates et rien n'est plus important que mes amis. Et si vous touchez à mes amis, je vais vous défoncer. Et il y a vraiment un truc où Deku dans My Hero Academia, il passe toute la série à dire je veux être le plus grand des héros, je veux être le numéro 1, En fait, ils sont vraiment dans la verbalisation de leur désir, de leur want. Et du coup, il y a en fait une absence de deuxième degré, une absence totale de subtilité qui, du coup, apporte cette intensité émotionnelle qui fait que, en tout cas, je trouve qu'en tant que spectateur, ça résonne énormément. Et du coup, le dernier point, ça va être comment est-ce qu'on représente ça visuellement. Donc ça c'est un sujet, j'ai discuté avec des réalisateurs japonais qui m'ont un peu donné leur point de vue, que je trouvais très éclairant, qui est que le plus souvent on part de mangas qui sont des œuvres qui sont très statiques, et du coup le manga représente l'action, l'intensité par des poses exagérées, des lignes, il y a beaucoup d'astuces pour essayer de donner du mouvement. Et tout ça, c'est conservé dans le passage à l'animation japonaise, là où en France, on a un travail d'adaptation qui est peut-être un peu plus libre. Au Japon, on va vraiment essayer de reprendre le manga, et du coup, c'est comme si on mettait du piment sur du piment. Et du coup, on se retrouve avec des choses qui sont vraiment visuellement très fortes dans cette intensité-là. Et enfin, une dernière particularité de l'animation japonaise qui prend de plus en plus de place, c'est le fait d'avoir des moments de bravoure d'animation. C'est-à-dire que là où en Occident, on va essayer d'avoir une animation qui est stable tout au long de l'œuvre, d'avoir quelque chose qui est très cohérent, qui est fluide et qui coule. Au Japon, on va privilégier la règle du cool, qui est c'est pas grave si on comprend rien, tant que c'est cool. Et donc on va se retrouver parfois avec des moments de bravoure visuelle où d'un coup on a une hausse de qualité dans l'animation, une hausse d'audace dans le style, dans les mouvements de caméra, des choses comme ça, qui a un impact très fort. Et que nous on voit côté Crunchyroll sur les fans. On peut avoir un épisode où il se passe vraiment pas grand-chose pendant 18 minutes, mais il y a 2 minutes incroyables. Les gens vont retenir les 2 minutes incroyables. C'est un peu ce côté grand 8 et qui rejoint un peu tout mon propos sur l'intensité. Et c'est comme ça que voilà, j'essaye de définir la Japanime. Merci. Alors je pense que tout le monde va avoir envie de réagir à cette définition. Ilan s'est saisi du micro. Oui, alors on peut compléter ces indications par des informations contextuelles qui sont liées au développement de cette industrie du dessin animé au Japon et bien sûr aussi au développement de l'industrie du monde éditorial japonais. On sait que donc un des modèles majeurs, c'est effectivement l'adaptation de bande dessinée. Et ce qui n'a pas été dit, c'est que la bande dessinée au Japon elle-même a évolué effectivement dans l'après-guerre de façon beaucoup plus progressive
un peu comme on gravit les marches d'un escalier en termes d'adresse au public. Et on parle là de ce qu'un critique japonais lui-même a pu désigner comme la consommation des récits. Ce qui est en jeu, c'est comment est-ce qu'on s'adresse à un lectorat qui avance de plus en plus en âge et en continuant de l'intéresser. Comment est-ce qu'on produit de nouveaux récits qui s'adressent à des tranches d'âge de plus en plus élevées, et ce que les Japonais continuent à faire aujourd'hui, donc avec les revues adultes qui ont commencé à apparaître effectivement au Japon à partir des années 60, et qui s'adressaient à l'époque à des trentenaires, et qui continuent de paraître, et qui s'adressent aujourd'hui donc à des, disons-le, sans doute des octogénaires, vous voyez. Alors, il y a une logique industrielle derrière ça, mais il y a aussi une logique créative qui consiste à se demander qu'est-ce qu'on raconte à un tel public. Comment est-ce que... Et donc un défrichage d'un public que, à ma connaissance, le Japon est le seul pays en fait à pratiquer en fait en termes d'édition pour la bande dessinée. En France, par exemple, la bande dessinée, l'histoire de la bande dessinée, c'est très largement l'histoire d'un antagonisme entre la bande dessinée pour enfants et puis en réaction la bande dessinée pour adultes, qui d'une certaine manière est une négation du public enfantin et qui va comment dirais-je se débarrasser, enfin rendre impossible sa lecture par le public enfantin de toutes les manières possibles en termes de forme. Au Japon, c'est pas ça. Donc il y a cette progression que la production animée suit, et donc il y a une manière, donc comment vous le dire, moi je dirais, par rapport à notamment cette versatilité en termes de qualité d'animation également, cette idée qu'effectivement, je pense qu'on peut y voir une forme d'intelligence. C'est-à-dire que lorsque vous produisez un épisode de 20 minutes par semaine que vous avez à fournir, alors même si vous pouvez ensuite ventiler, essayer de travailler sur plusieurs épisodes en parallèle, etc., vous êtes dans un rythme qui pose des problèmes, vous êtes face à un degré de contrainte accumulé qui vous oblige effectivement à trouver des solutions de façon beaucoup plus astucieuse, beaucoup plus agile que lorsque vous êtes dans un contexte où la production elle-même en fait, est telle que vous n'avez pas à vous poser ces questions-là. Et on pourra faire le parallèle avec le jeu vidéo, par exemple. Effectivement, dans le jeu vidéo, il y a eu une époque où les Japonais ont révolutionné, je dirais, le jeu vidéo, et cette révolution n'avait rien à voir avec la puissance ou les capacités des machines. Les machines japonaises n'étaient pas spécialement plus performantes que les machines américaines qui existaient à la même époque. C'est dans la création des jeux qu'ils ont mis en place un savoir-faire, en fait, une manière de gérer l'expérience qui retournait effectivement, contournait l'obstacle de ces différentes contraintes, de ces limitations techniques qui étaient absolument drastiques, et qui les a amenés effectivement à explorer des grammaires formelles, à mettre en place des procédés, des processus, des motifs qui aujourd'hui voilà, donc, nous imprègnent et nous influent sur nous. Mais comment dire, il faut comprendre cette démarche. Et lorsqu'on a effectivement une animation de qualité minimale sur certaines parties de l'épisode, c'est parce qu'effectivement, lorsqu'on a un nombre de dessins maximal sur l'ensemble de l'épisode, eux se disent qu'il y a la possibilité effectivement de mettre l'effort là où ça a le plus de sens de le mettre, et donc dans certaines parties, certains moments de l'épisode qui vont être des moments d'action, etc. Et donc ils ont cette capacité de s'adapter en fait, et de la même manière que les personnages en bande dessinée japonaise ont aussi cette liberté graphique qui dépasse de très loin en fait le caractère très fixe qui est le nôtre dans la perception qu'on a de personnages dessinés. Dans la bande dessinée occidentale, un personnage, il est fixé dans son apparence une fois pour toutes. Tintin, c'est Tintin, Astérix, c'est Astérix, et il n'est pas question de jouer avec sa forme. Le japonais, un personnage de bande dessinée, par nature, il est malléable. Il peut changer dans son rapport, dans sa taille, dans ses proportions, etc. Tout ça, c'est sujet à fluctuation. Ça c'est deux points moi, qui me semblent importants, et je voudrais revenir sur ces points avec Agnès et Jérémy. Merci Ilan. Donc, si on reprend un peu ce que viennent de dire Ilan et Mathias, on a ces caractéristiques en résumé, des thématiques abordées plus du domaine de la morale, de l'accompagnement entre l'enfance et l'adolescence qu'on ne retrouvait pas dans l'animation européenne, une intensité d'émotion et une lecture peut-être un peu plus littérale. Et ensuite, d'un point de vue plus artistique et de production, deux marqueurs que Ilan a rappelés et qui semblent aussi importants, qui sont un pragmatisme de production qui permette de concentrer des moyens et non pas de les lisser, et qui aboutissent à des instants de bravoure parfois, et
un rapport à la consistency, à la consistance des personnages et même parfois des décors très différents de nous culturellement. Et est-ce que, voilà, c'est beaucoup de questions en une à chaque fois, mais est-ce que sur ces marqueurs-là, il y a des choses qui vous parlent plus spécifiquement, qui vous ont inspiré, que vous avez eu envie de reprendre? Est-ce que vous les avez, vous, identifiés, c'est-à-dire formulés dans votre tête comme des marqueurs, et à quel point vous vous les êtes appropriés? Peut-être Jérémy, pour commencer. Oui, effectivement. Alors moi, ça sera, je pense, dans un premier temps, si j'étais quand même très influencé par une certaine esthétique du dessin en tant que tel, mais au fond, je crois que au bout d'un moment, c'est quelque chose qui m'est passé ou m'a moins intéressé, bien que je pense en avoir été influencé et que c'est peut-être toujours un peu présent malgré moi. Néanmoins, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce dont parlait Ilan, c'est plutôt tout ce qui a été développé en termes de grammaire de mise en scène, disons, qui vient, je pense, au départ de contraintes, effectivement, de d'avoir moins de possibilités de dessin, mais ce que n'a pas dit Ilan, puisqu'il parle plutôt de faire les instants de bravoure au moment opportun et donc de faire des économies ailleurs, etc. Il n'y a pas que ça, il y a aussi que la manière dont ils ont eu d'essayer de compenser le manque de dessin est passée par des cadrages que ne faisaient pas les dessins animés américains, par exemple, puisque c'était vraiment l'autre grande figure et même la figure hégémonique de l'animation mondiale. Et donc, ça passait par le storyboard et par le layout, notamment. Et pour dire, je pense que c'est aussi quelque chose qui a dû nous marquer quand on était enfant et qui nous ont vraiment impacté. C'est ce travail sur la profondeur de champ que pouvaient avoir même des séries comme Goldorak, alors qu'on peut les voir aujourd'hui, elles peuvent paraître un peu cheap, etc. Mais il n'y avait aucun autre dessin animé qui proposait un personnage qui court en perspective dans un couloir animé et qui venait vers nous et qui, quelque part, nous faisait un effet waouh, quoi, comme on dirait aujourd'hui en marketing. Désolé. Mais bref, en tout cas, ce genre d'ailleurs, le plan auquel je fais référence revient dans chaque épisode. Au bout d'un moment, voilà, il est réutilisé. C'est comme la transformation de Sailor Moon ou de Gigi dont on parlait avant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un plan ou deux très efficace, et ben, en plus, on sait qu'ils vont être réutilisés ad vitam aeternam, mais par ailleurs, c'est aussi comme ça que ça reste dans nos souvenirs, dans nos mémoires. C'est comme les séries de publicités très courtes qui repassaient 1000 fois sur les médicaments, bref. Comme j'ai plus trop de mémoire, là, j'arrive plus à me rappeler du truc, mais tant mieux pour vous. Juvabine, ouais, pardon. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce travail sur la mise en scène et qui avait à voir aussi plus avec me donner plus une impression, disons, d'imitation des conventions du cinéma live aussi. On retrouvait comme ça des cadrages qui pouvaient être un peu plus baroques et qui pouvaient être un peu plus composés avec du travail sur un premier plan, un deuxième plan, voire un troisième, des jeux de caméra qui donnent des sentiments de tourner autour d'un sujet en simplement, par exemple, glisser, oui, c'est que la 2D, faire glisser un avant-plan dans une direction de gauche à droite, pendant que le personnage qui est filmé au centre, lui, ne bouge pas, et que l'arrière-plan, lui, glisse dans le sens inverse du premier plan, donc de droite à gauche, si j'ai dit de gauche à droite, et ce faisant donne une impression de caméra tournante, et c'est des choses qu'on ne voyait pas ailleurs. Voilà. C'est là où on aurait apprécié un petit extrait pour voilà, illustrer. Exactement, Parce que... tout à fait. Voilà, quel dommage. Bref, non, mais vous avez très bien compris ce que j'ai décrit extrêmement bien. Donc voilà, mais c'est ce genre d'astuce, moi, qui m'intéressait. Et c'est vrai que, par ailleurs, ayant commencé par faire des dessins animés qui eux-mêmes n'avaient pas un grand budget, je pense que notamment quand on a travaillé sur Last Man, j'ai essayé de ressortir tout mon répertoire de toutes ces astuces que j'ai pu voir à droite à gauche dans tous les dessins animés, notamment japonais, et voilà, et de les réemployer dans la mesure où, en plus, le graphisme de Last Man était dans un type plutôt réaliste, enfin voilà, et donc il s'agissait pas d'utiliser des astuces d'animation limitée héritées de Scooby-Doo. Je pense que ça n'aurait pas été très intéressant. Donc voilà, moi c'est plus ça qui m'a marqué, plutôt que parce que je pense qu'il y a aussi un acting et un type d'animation qu'on peut comment dire, associé à l'animation japonaise. Enfin, il y a voilà, et
Sur l'intensité, justement, peut-être. Sur l'intensité, mais pas seulement. C'est-à-dire que même il y a des actings de personnages vraiment typiques. Je veux dire, le personnage qui va être gêné, embarrassé, puis se frotter la tête derrière. Je veux dire, nous, on fait pas ça. Je ne sais pas si au Japon, ils font vraiment ça, d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, ou de d'où sort ce trope visuel. C'est devenu des codes. C'est ça, c'est devenu des codes. Alors, l'émotion voilà. À partir de simples mouvements. Oui, oui. Moi, c'est là où est ma limite, par exemple. C'est des choses que je n'ai pas du tout envie de reproduire ou d'utiliser. Alors, il faut jamais dire jamais. Peut-être c'est des choses que je pourrais utiliser si jamais dans un dessin animé que je faisais, il y avait ou une parodie ou un personnage venu du Japon et qu'il fallait le jouer sur les codes de l'animation pour le faire vivre et s'amuser avec justement les codes des origines. Mais sinon, je veux dire, c'est pas des choses qui m'intéressent. Moi, je préfère justement analyser ce que eux ont fait ou ce que les Américains ont fait dans leur domaine et en tirer la philosophie ou l'efficacité chez nous et pour essayer de reproduire ce que nous, enfin notre propre forme culturelle d'une certaine manière, tout en s'inspirant de ce que eux ont fait. Voilà. Merci. Anaïs, un peu sur la même question, les différents marqueurs que nous, on a pu identifier avec nos yeux d'Européens, et est-ce que vous les retrouvez dans votre travail, dans vos recherches? Il y a des choses qui vous plaisent moins? Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est de manière générale, de voir comment, à travers des œuvres qui s'inscrivent dans une culture et dans une époque, un rapport au monde qui transparaît. Et moi, ce qui me fascine, même encore aujourd'hui, quand je regarde soit des œuvres récentes ou plus anciennes japonaises, c'est que et je me pose encore la question, est-ce que ça vient de la culture de kabuki qui ensuite est transposée sur papier dans le manga, en fait, effectivement de trouver un petit peu le point superlatif des émotions, de trouver le substrat, merci l'élixir, comment dire, je perds mes mots un peu, mais est-ce que ça vient de ça, justement, donc le côté intense, le côté extrême et tout. Par exemple, moi, la plupart du temps, quand je regarde un film de Disney, j'ai l'impression de voir Broadway en dessin animé, quoi. Aujourd'hui, moi, je saurais même pas dire s'il y a une touch française, en fait, parce qu'il y a ces cultures. En fait, je pense que en France, il y a vraiment la mise en avant de l'individu, de l'auteur. Donc il faut à chaque fois se démarquer et faire quelque chose de nouveau. Quelque part, moi, dans ce que j'ai vu en travaillant au Japon, j'ai vu qu'en fait, n'importe quel studio pouvait filer un coup de main à un autre parce qu'il y a une culture commune, mais surtout une uniformisation de la manière de fabriquer, qui fait que du coup, c'est possible de créer un savoir-faire qui s'améliore en fait avec le temps. Bon, après, il peut y avoir des problèmes dans cette industrie, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je me dis qu'à partir d'un savoir-faire commun, comme ça, on peut obtenir une qualité qui est à chaque fois meilleure. Et j'ai dévié de la question. Ouais, non, mais c'est un point, je rebondis un peu sur ce point parce qu'il me semble très intéressant et on va revenir aussi à votre travail plus personnel. Mais Si, en fait, voilà. Donc, effectivement, on a cette montée en compétences au Japon qui a été permise par la mise en place d'une industrialisation un peu plus cadrée, versus le travail européen, la French Touch qui se réinvente par le travail prototypal systématiquement. Et juste pour glisser comme information, si vous voulez vous en saisir, que nous, au niveau sectoriel, quand le Japon s'intéresse à l'Europe, paradoxalement, c'est aussi cette liberté et cette capacité à complètement réinventer, à avoir un cinéma d'auteur d'animation qui les intéresse justement chez nous. Je vais me permettre de faire la transition en finissant ce que je veux dire, mais ce que je trouve marquant, c'est que même sur des œuvres qui ne sont pas majeures, moi j'aime bien aller chiner des petites séries qui ne sont pas très en vue et tout, mais en fait c'est prendre au sérieux même le plus petit des sujets et trouver comment on va exprimer les émotions. En fait, moi, j'aime bien qu'on m'intéresse à des choses que je connais pas du tout, quoi. S'il y avait un manga sur la fourchette, je pense que je le lirais avec plaisir aussi, quoi. Enfin, voilà, tout ça pour dire ce qui est encore, je pense,
enfin, ce qui pour moi définit un peu ce qui fait l'intérêt et peut-être le succès de l'animation japonaise, c'est qu'ils ont une industrie qui permet de raconter des histoires où ici on nous dirait impossible qu'on finance ça. Donc je ne sais pas comment c'est possible. C'est un peu l'œuf ou la poule, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'ils ont un public tellement grand qu'ils peuvent se permettre l'hypersegmentation et donc aborder tout un tas de sujets. Là où nous, quelque part, parce qu'on n'a pas un public assez grand, on ne peut pas se permettre d'aborder plein de sujets. Le public a toujours été là, c'est ça l'histoire, c'est que le public a toujours été là, c'est les risques qui ne veulent pas être pris. Nous, on est là avec le pied dans la porte, genre, si, il y a des gens qui aiment l'animation pour les adultes, ça fait 25 ans, voilà. Mais... Donc il y a plein de choses derrière tout ça. Il y a de ce que décrivait Jérémy. Il y a d'une part effectivement le fait qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas une recette. Il y a en fait une pluralité de démarches, d'approches et de procédés en fait. On pourrait, si on voulait essayer de caricaturer, de simplifier à outrance, dire qu'il y a d'un côté effectivement la recherche d'une forme de cohérence dans l'espace, et le temps qui est découpé par le récit animé. C'est l'approche des Takahata, des Miyazaki. Et puis de l'autre côté, il y a une approche qui est beaucoup plus expressionniste, beaucoup plus graphique. C'est l'école des Aki, par exemple, effectivement, donc d'une exagération, d'une dramatisation, voire d'une surdramatisation. Et donc tout ça sont des recettes qui sont différentes, mais qui forment effectivement une palette dans laquelle on peut puiser. Ça, c'est une chose. Après, effectivement, le fait de se dire qu'il y a une segmentation des récits, c'est pas simplement une question de segmentation, c'est le fait de se dire que dans cette recherche, dans cette maturation naturelle du lectorat et dans cette exploration des récits et des formes de récits qu'on peut essayer de mettre en forme pour continuer donc, de bénéficier de leur consommation auprès de ce public, la bande dessinée japonaise, et donc par extension, par contre-coup, par ricochet, l'animation au Japon aussi, en fait, peut traiter a priori de n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez essayer d'imaginer n'importe quel sujet, a priori, n'importe quel champ, n'importe quel domaine, je sais pas, l'artisanat du café, vous voyez, je sais pas, la cordonnerie, vous pouvez l'assaisonner dans n'importe quel genre. Vous pouvez en faire une série érotique, vous pouvez en faire une série policière, gothique. Vous pouvez appliquer toutes les grilles et les surcatégories, comme ça, les sous-catégories. Vous allez quand même trouver au fil et au tamis de ces différents découpages, vous allez trouver quelque chose qui existe au Japon en termes de récit. Et donc, voilà, ça, c'est une diversité de propos, en fait, de récits, de contenus, qui, naturellement, transparaît aussi dans la production animée. Donc, il n'y a pas de limite a priori. On n'a pas besoin de justifier, en fait, l'existence de tel ou tel type de récit. Sur cette palette, peut-être je vais vous laisser réagir, Mathias, mais une question dont vous pouvez aussi vous saisir, sur cette palette de styles et cette palette des possibles, une des choses qui peut frapper, c'est aussi peut-être la moindre barrière entre l'audiovisuel et le cinéma, et le fait qu'il y ait beaucoup plus de porosité, d'aller-retour, de séries qui se finissent au cinéma, de séries qui se ressaisissent. Enfin, voilà. Et est-ce que là-dedans, il y a quelque chose qui peut être aussi inspirant et qui répond à cette notion de palette ? Alors je vais répondre à la question cinéma qui en plus tombe bien parce que j'ai travaillé sur Demon Slayer qui avait tout explosé à l'époque, mais juste sur les palettes, je trouve super intéressant effectivement le fait qu'il y a toute une grille de narration et de récits existantes sur laquelle on peut aller calquer des sujets. Par exemple, on a un très gros succès en ce moment sur Crunchyroll qui est sur la couture. En fait, on a une série qui s'appelle My Dress Up Darling, et c'est l'histoire d'une fille qui adore se déguiser en personnage, elle fait du cosplay, et qui se rend compte que dans sa classe, il y a un garçon dont le métier est la couture. Et donc du coup, on va avoir une série sur le thème du cosplay, donc qui est quand même quelque chose d'extrêmement précis et niche qui concerne un certain groupe de personnes, mais qui va être calqué dans le format d'une comédie romantique. Donc en gros, on a un sujet de niche, mais une grille de narration, une recette qui a effectivement été éprouvée, affinée. Un autre exemple dont on a parlé à la pause déjeuner, parce que ça s'y prêtait bien, on a une série très populaire de concours de nourriture qui s'appelle Food Wars, et donc du coup, qui parle de nourriture, c'est-à-dire qu'on apprend des trucs de la vraie vie réelle sur comment faire un bœuf bourguignon ou quels sont les bons assaisonnements pour tel légume, mais dans un contexte scolaire qui permet du coup de raccrocher un public adolescent, et une structure de tournoi qui du coup a une logique sportive, et donc il y a vraiment ce truc de
effectivement, on peut prendre un thème et on peut trouver la bonne grille, la bonne structure dans laquelle on va rentrer. Donc ça, c'était pour compléter, parce qu'effectivement, je trouve que ça fait vraiment écho à ce qui se passe actuellement. Sur la partie cinéma, il y a quelque chose que nous, on voit, parce qu'on distribue beaucoup de films d'animation japonaises, c'est que par le passé, les films d'animation japonaises, comme on est sur des séries qui sont très sérialisées, on avait tendance à faire des films qui étaient des spin-offs et qui étaient un peu hors continuité. C'est-à-dire que ce qui se passe dans un film One Piece reste dans un film One Piece. Et du coup, il y avait ce côté pour les fans, ça compte pas. Je me rappelle que je me suis fait avoir, parce que je suis naïf, il y avait eu un film One Piece où ils ont dit, en fait, dans ce film-là, ils vont trouver la carte du One Piece. Et ils avaient dit, je vous jure, la carte, elle y est et tout. Et donc, je vais voir le film, c'est incroyable. Et du coup, effectivement, il y a la carte du One Piece, mais à la fin, le héros décide de la détruire parce qu'il trouve que c'est triché. Et je fais, vous m'avez vraiment eu. Donc, il y avait ce côté un peu à côté. Et il y a eu des expérimentations faites, notamment par Demon Slayer, en fait, on a des fans qui sont très en demande de communion. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est sur Japan Expo, des événements comme ça, les gens viennent nous parler parce qu'ils ont envie de parler de leur série, ils ont envie de partager ça. Et du coup, récemment, les films comme Demon Slayer, Jujutsu Kaisen ou prochainement Chainsaw Man sont des films qui racontent la suite de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un film qui se passe à côté et qui raconte un truc qui peut-être ne compte pas et qui du coup ne sera pas forcément apprécié à la même hauteur par les fans, on a vraiment des suites logiques et du coup, l'expérience cinéma devient un truc de communion puisque c'est comme si on avait l'opportunité de voir, je dis n'importe quoi, mais le dernier épisode de Game of Thrones, mais avec tous tes potes, au même moment, au même endroit, dans le meilleur des conditions possibles, en 4DX, incroyable, pâté la Villette, let's go. Et du coup, ça c'est une nouveauté et qui vraiment fonctionne. Les gens, ils y vont ensemble. Moi, je suis allé voir Demon Slayer avec des vrais gens de la vraie vie et c'était un horaire de sortie d'école. C'était à 18h à Toulouse après le cartoon. Je suis allé voir Demon Slayer et il y avait des bandes de copains en fait qui étaient venus à la sortie de l'école à 5-6 et passaient un super moment et regardent le film. À la fin, ils débriefent, le combat était incroyable, ce qui s'est passé et tout. Et donc, je trouve que ça ramène, mais ça c'est quelque chose qui dépasse, je pense, l'animation, qui est vraiment génération Netflix, etc., où en fait tout le monde regarde des trucs différents, à différents rythmes. Moi je me rappelle d'un traumatisme quand Netflix a acquis la série Jojo Bizarre Adventure, qui est une série qui normalement est diffusée chaque semaine. Netflix le sortait en batch de 12 épisodes. Et moi, à cette époque-là, j'en discutais avec mes potes et c'était l'enfer parce qu'en gros, on était 3-4 copains et on était là genre, mais en fait, à quel épisode t'es ? On n'était plus au même rythme, on a perdu cette communion, on a perdu ce truc-là. Et c'était une catastrophe. Enfin, c'était vraiment, je pense que c'est la saison que j'ai le plus détesté regarder parce que je ne pouvais pas. Voilà. Et d'avoir ces expériences cinématographiques où les gens se retrouvent, moi je pense que c'est ça l'intérêt principal, c'est qu'on sait qu'en fait, le truc qui sort, on est obligé de le voir parce que sinon on n'a pas la suite de la série. On peut y aller avec tous nos potes et personne n'est spoilé avant nous. Enfin, c'est vraiment un truc vraiment une expérience de communion très cathartique. Donc la Japanime sauvera l'expérience cinéma en Europe peut-être. On peut voir ça comme ça. Au Japon, c'est sûr que de manière structurelle et depuis longtemps, le dessin animé en fait a un rôle salvateur assez décisif dans le box-office japonais. Tous les ans, dans le top 10 des gros succès de cinéma, il y a une bonne moitié des films qui sont des dessins animés. Donc il y a vraiment effectivement un rôle essentiel de l'animation pour soutenir le tous en cinéma. lien, soit avec un manga, soit Alors, avec... pas forcément, effectivement il y a les deux. Il y a effectivement cette production. Le Japon a longtemps produit entre 20 et 50 longs métrages d'animation par an. À l'époque où on en produisait peut-être entre 0 et 1 par an en France. Et aujourd'hui, donc depuis maintenant les années 2010, ils sont entre une cinquantaine de films et les grosses années, une centaine de longs métrages par an. Donc là où en France, on est, disons, peut-être entre 5 films, et les grosses années, peut-être on va jusqu'à 10 films. Donc voilà, il y a un rapport ils en produisent 10 fois plus, pour être clair. Alors là-dedans, bien sûr, il y a une proportion importante effectivement, de longs métrages qui sont des dérivations des succès de la télévision. Mais ça, c'est ancien déjà. Ça remonte au moins à Doraemon à la fin des années, donc autour des années 80, avec ces longs métrages, une trentaine de longs métrages, donc un film par an, qui est effectivement donc un récit original qui ne découle pas de la bande dessinée, alors que la série télévisée, elle, effectivement, donc décline l'adaptation du récit initial en bande dessinée. Crayon Shin-chan, on pourra parler aussi, là aussi 25 longs métrages, donc toujours sur un rythme manuel, qui sont des créations
des à côté, mais qui drainent un public important. L'exemple typique, c'est aujourd'hui, c'est Conan, le détective Conan, qui explose tout avec, pareil, ils sont 27, 28e long métrage, et ils ont, ils dépassent, ils ont dépassé je sais plus, les 100 au coup de bénéfices avec les derniers films. Et maintenant, c'est chaque film qui établit un nouveau record. Donc c'est vraiment quelque chose qui... et à côté, bien sûr, il y a les productions donc originales en long métrage, mais qui ont leur succès. Donc bien sûr, on pourra parler des Shinkai, des Miyazaki, etc. Mais les deux existent, voilà. En France, on a uniquement effectivement cette création, ce que moi j'appelle le syndrome du prototype, effectivement, c'est-à-dire le fait de dire que un long métrage, il faut absolument, il faut repartir de zéro à chaque fois. On n'a pas la capacité de capitaliser en fait en termes de savoir-faire, de collectif, je veux dire, au-delà de l'échelle d'un projet. Et je pense qu'on en pâtit en comparaison. On va approcher la fin de cette table ronde. Peut-être en mot de la fin, Anaïs, parce que vous avez lancé le sujet sans complètement l'explorer, même si on ne pourra pas le faire complètement. Est-ce qu'il y a des inspirations, des enseignements qu'on pourrait prendre du côté japonais pour augmenter ou convaincre le public ado-adulte de s'intéresser davantage en France à ce qui est produit, proposé et quelque part en faire un marché qui pourrait être porteur pour nos secteurs? Donnez-nous des sous pour faire nos histoires telles qu'on a envie de les faire, en fait. Oui, vous pensez que c'est un problème de financement essentiellement s'il y a pas que, mais en fait, on sait que là, il y a une période de crise, que de toute façon, c'est difficile de financer de la culture, etc. Mais c'est quand même... ça date pas d'hier que quand il y a plein de projets comme ça qui ont besoin à un moment donné de diffuseurs, tout ça, et notamment pour la série qui a souvent été dévalorisée comme juste un produit de couverture de tranches horaires sur la télévision, alors que nous on a grandi avec des séries, donc moi ce que je rêve de faire c'est plutôt des séries que des longs métrages, et il va y avoir... Alors, et pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de barrières entre une idée qui est peut-être hyper niche, mais qui pourrait être cool si elle était dans sa forme originelle, bien sûr en la développant, mais je pense qu'il y a encore peut-être trop de gens qui... Il y a trop de barrières entre une idée et le moment où ça aboutit, quoi. Je le dis simplement parce que, en fait, l'idée c'est pas de jeter l'opprobre sur qui ou quoi, mais je crois qu'en fait, l'idéal ce serait en fait de créer des choses plus simplement du point 0 au point 1, quoi. C'est pour ça aujourd'hui, avec les amis, on se dit mais pourquoi on possède nos moyens de production, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des mini-projets, même pas forcément animés, mais si on veut raconter des histoires, pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas par du financement participatif ou juste pour pouvoir raconter des histoires, en fait, parce qu'en vrai, je pense que c'est ça qu'on a plus envie et plus besoin. Voilà. Jérémy, même question. Ouais, donnez-moi des sous. Ouais. Même réponse. Je vais pas répondre ça. Moi, on me donne déjà des sous, c'est bien. Non, je pense que effectivement, il y a aussi tout ce qu'on a tenté de décrire de ce qui pouvait faire la spécificité de l'animation japonaise et qui est toujours un peu difficile à cerner, vient quand même, à mon avis, de son côté industriel et donc d'une expérience qui passe par un empirisme et par le fait d'essayer des choses, de voir ce qui marche pas, etc. Et je pense que peut-être ce qui peut rejoindre ce que dit Anaïs, c'est le côté... si on avait une production peut-être un peu plus intense avec plus de possibilités d'essayer de nouvelles... Du droit à l'erreur. Oui, exactement. Je pense que peut-être se formeraient des efficacités un peu plus naturellement.
Maintenant, je pense aussi que quelque chose que fait l'animation japonaise, on a parlé de son intensité, etc. Mais je pense qu'on peut aussi le rejoindre à quelque chose d'histoire un peu plus de genre, c'est-à-dire que l'animation française n'est pas forcément très connue encore pour faire, je sais pas moi, effectivement des histoires fantastiques avec de l'action, avec du dynamisme, etc. Et je pense que on est peut-être plus dans une vue de film d'auteur. Avec ce que ça peut charrier, c'est caricatural dans ce que je vais dire, mais d'intériorité, de lenteur, de choses comme ça, et qui sont très bien. Mais je pense que si on avait aussi un cinéma d'animation un peu plus dynamique, un peu plus excitant, tout simplement, jubilatoire, pensé pour la jeunesse, peut-être que ça amènerait encore quelque chose d'un peu plus vivace du côté du public et l'amènerait potentiellement à aller voir d'autres films, ceux qu'on est déjà en train de faire et qui sont peut-être un peu plus finalement plus adultes que ça, quoi. Disons, et c'est peut-être de plus penser les adolescents en fait. C'est-à-dire qu'on est peut-être trop soit dans la jeunesse, soit dans la maturité, là où peut-être faire des trucs un peu plus con peut-être même, je sais pas. Non, mais con mais intelligent, vous voyez ce que je veux dire, les deux en même temps. Super message entendu, c'est très intéressant. Est-ce que c'est absolument magique ou pas? 15h20. Question. Voilà. C'est impeccable. Hein. Pour le baptême du feu, c'est impeccable. Si vous avez des questions. Bonjour, merci beaucoup pour cette conversation passionnante. Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup interpellé au départ, quand vous aviez parlé de nostalgie. Je trouve que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans l'animé, et je pense que c'était l'un d'entre vous qui a dit qu'on se ressent une nostalgie de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Et ça m'a renvoyé à une des phrases de fin, c'est quand vous avez dit on a besoin de quelque chose de con mais intelligent. Et j'ai pensé à Shin-Chan, Crayon Shin-Chan justement, où il y a énormément de blagues très vulgaires, mais en même temps une charge nostalgique extrêmement forte. Et je trouve que c'est vraiment ce qui fait la différence dans l'animé. Moi, à une époque, quand j'étais adolescent dans les années 2000, l'animé c'était ma vie. Ensuite, je l'ai un peu quitté, ça m'intéressait plus tellement. Et j'y reviens parce que justement, il y a une charge, je veux revenir à cet univers, à ce petit cocon d'autrefois. Et je voulais aussi renvoyer ça à une autre chose, c'est que je trouve que c'est une façon aussi pour le Japon de véhiculer une culture. Il y a des gens qui sont juste fous du Japon en tant que culture, en tant que pays. Et je pense aux animateurs d'autres pays, d'Amérique du Sud ou autres, qui veulent véhiculer leur culture et qui se disent pourquoi est-ce que les gens raffolent de Corée, de Chine, de Japon et pas de Venezuela, de Brésil, etc. Enfin, Brésil peut-être oui. En tout cas, voilà, pour moi, ce côté, peut-être une petite formule serait celle-là, la formule de la nostalgie, de véhiculer notre culture, mais d'une façon subtile, sans trop insister, mais elle est là, on y revient, c'est un cocon. Je sais pas, peut-être que c'est un peu trop conceptuel comme réflexion, mais s'il y a des réactions, ça m'intéresse. Moi, j'aurais une réaction à votre évocation de Crayon Shin-Chan. Ça nous ramène effectivement à cette diversité de récits qui est disponible en bande dessinée. Crayon Shin-Chan, c'est quoi? C'est une bande dessinée qui met en scène un petit garçon qui la bande dessinée elle-même paraissait dans Action, donc l'hebdomadaire de l'Aftabasha, qui est un hebdomadaire pour adultes. C'est l'hebdomadaire où paraissaient les aventures de Lupin 3 notamment. Donc c'est totalement adulte. Le studio qui à la base produit Doraemon, donc une bande dessinée purement enfantine et un univers enfantin on pourrait dire quasiment à la Petit Nicolas d'une certaine manière en termes d'époque, quoi, si ce n'est que c'est de la science-fiction, il y a du fantastique, etc. S'empare de cette bande dessinée qui est faussement enfantine, qui s'adresse à un lectorat adulte et en produit un dessin animé qui s'adresse aussi aux enfants, donc qui est faussement enfantin, qui marche en tant que dessin animé enfantin à la télévision et dont les longs métrages régulièrement servent effectivement d'une certaine manière à revigorer, parce que c'est une manière de s'adresser à tous les publics en même temps. Comment est-ce qu'on fédère à la fois le public enfantin et le public adulte? Ça, c'est des questions que les Japonais se sont posées et auxquelles ils ont apporté des réponses, par exemple, dans le cas de cette licence-là. Et là aussi, il y a moyen, effectivement, sur 25 longs métrages, il y a à boire et à manger, mais il y a des films qui sont vraiment remarquables là-dedans et qui peuvent nous donner aussi des pistes, effectivement,
à explorer dans une réflexion de cet ordre-là, voilà, sans être dans l'imitation, mais en tout cas, voilà, il y a des chemins qui ont été parcourus de ce côté-là. Bonjour. Alors moi, je vais poser cette question avec toute la naïveté et la subjectivité, on va dire, de quelqu'un qui n'a pas regardé, enfin qui n'est plus à jour, on va dire, sur les animés d'aujourd'hui. Ma question, c'est, vous avez parlé beaucoup d'uniformisation de l'industrie japonaise sur les techniques, notamment. Vous avez parlé aussi de sujets assez niches sur une grille, donc en mélangeant des genres, tout ça, mais que globalement, l'industrie japonaise réutilise beaucoup de codes. On parle de personnages, on parle de jeux d'acteurs aussi, que c'est des codes qui sont, enfin moi en tout cas d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression qu'ils sont très communs à toutes les productions. Et est-ce que selon vous, vous trouvez que l'industrie japonaise arrive à bien se renouveler dans les contenus qu'elle propose, ces narrations, enfin voilà. Alors, je suis un peu comme vous, je regarde un peu de dessins animés japonais, mais plus autant qu'à une époque. Et c'est une question qui est difficile et je me la pose aussi, c'est-à-dire, et je veux jamais tomber dans le c'était mieux avant, évidemment, ce genre de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours un peu délicat quand on est dans l'instant et dans une production du présent, d'avoir le recul suffisant pour se rendre compte soit des évolutions, soit d'une stagnation, soit de quelque chose qui est en train de se passer et qu'on ne voit pas encore artistiquement parce qu'on n'a pas le recul. Mais moi, j'ai aussi, en tout cas d'un goût personnel, la sensation de voir assez peu en ce moment en tout cas dans la production de séries, de choses qui sortent du lot ou qui me marquent autant qu'à l'époque où je découvrais tout ça. Mais à cette époque, je découvrais des séries qui dataient pas exactement du temps présent, qui étaient aussi des séries plus anciennes ou qui venaient de sortir, etc. Donc il y avait déjà une présélection, si vous voulez. Alors aujourd'hui, bien sûr qu'il y a une éditorialisation de ce qui arrive chez nous, mais il y a une telle profusion, il y a tellement de choix que c'est plus difficile, je trouve, de passer tout ça au tamis en tant que spectateur. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un nombre de séries, d'isekai, où c'est tous le même caractère design tout le temps, de personnages. Voilà, en fait, j'ai l'impression, si je voulais être méchant avec moi-même, et je vais le faire, c'est que j'ai l'impression d'être mes parents à l'époque qui critiquaient l'animation japonaise, quoi. C'est toujours les mêmes bonhommes, c'est toujours les mêmes dessins. Et ce que je sais est faux, mais voilà, bizarrement, je comprends un peu mes parents maintenant. Non, c'est pas faux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses qui sont en jeu. Et c'est vrai que de toute façon, il y a un tel débit de production, on en parlait tout à l'heure, en termes de chiffres, que bien évidemment que dans ce débit, si vous avez entre 50 et 100 longs métrages par an, vous allez trouver, qui peut regarder autant de longs métrages d'une part, mais vous allez trouver chaque année effectivement un certain nombre de films qui ont un intérêt et qui suffisent largement à satisfaire nos propres attentes. Et en série, c'est la même chose. Je veux dire, après, il y a des critères d'évolution qu'on peut essayer de suivre sur le plan effectivement à la fois de la conduite des récits, mais aussi du graphisme. Et moi, alors, en assumant effectivement toutes les casquettes et les noms d'oiseaux qu'on pourra appliquer à ce genre de perception, j'ai vraiment l'impression effectivement qu'il y a dans la vie des formes et dans la façon dont on conçoit graphiquement des personnages, à un certain nombre d'égards, j'ai l'impression que le Japon est arrivé à un certain stade terminal, je dirais, pour certains types de personnages. Non, vraiment, la caractérisation de personnages féminins, il y a des choses qui sont, voilà, pour lesquelles on peut pas suivre en fait. C'est quelque chose qui dépasse nos capacités, je pense, d'adaptation en tant que spectateur, et c'est peut-être pas forcément un mal, voilà. Donc voilà, il y a et le Japon, non mais plus sérieusement, le Japon, effectivement, j'essaie de le dire tout à l'heure, est en avance d'à peu près une génération
sur le reste des pays qui produisent du dessin animé en termes de forme, mais y compris en termes de déclin des formes. Et on sait que ça fait partie de la vie des formes de connaître aussi des déclins. Donc il y a des cycles. Et donc le Japon est confronté effectivement avant nous à des phénomènes ou à des évolutions qui se poseront chez nous peut-être à un moment donné aussi. Et voilà. Bon, bonjour et merci, c'était très, très intéressant. Moi, ce n'est pas une question que je posais, c'est en fait, je pense que c'est aussi lié à une évolution historique et culturelle. Il faut savoir qu'en France, en 1946, il y a une loi du garde des Sceaux qui a décidé de protéger l'enfance française, les enfants en France, par rapport aux illustrés, notamment américains, qui débarquaient à ce moment en France et qui promeuvaient en fait la capacité d'avoir des super pouvoirs en étant en contact avec des rayons X, des rayons gamma. Hein. Bon, vous connaissez un peu toute l'histoire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une énorme conséquence, évidemment, avec cette censure, c'est que la création française n'a pas existé vraiment sur des sujets notamment ado-adultes jusque dans les années 70 et l'arrivée notamment de Métal Hurlant en France et de Strange, Titan, tous ces magazines issus de la culture américaine. Donc en fait, de super-héros. Et donc en fait, en France, il y a eu toute une génération de créateurs qui ont été bâillonnés. Et tout d'un coup, ça s'est ouvert. Il faut savoir quand même qu'on avait Super Dupont à l'époque. C'est quasiment le seul truc qu'on pouvait accepter avec cette histoire de censure. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on voit avec cette évolution, avec Last Man par exemple, ou d'autres, hein, qu'il y a un changement. On trépigne effectivement, parce qu'on a envie, tout d'un coup, on a cette génération qui est là maintenant, d'auteurs, hein, qui est capable de créer cette hybridation, cette porosité, soit parce que physiquement, on va au Japon, soit parce qu'on est baigné maintenant de toute cette culture partout. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a une génération qui est 40, 50 ans, qui maintenant va voir des films, alors soit sur les chaînes de streamers, soit des audaces de la part de France Télévisions, qui sont en train d'arriver. Et je pense que cette éducation à l'image, ado-adulte, à l'image différente, on le voit avec tous les jeunes aujourd'hui qui sont intéressés avec ces sujets, avec le succès de Demon Slayer, que c'est en train d'arriver. Et je pense personnellement, sincèrement, que c'est une affaire d'années avant qu'il y ait une vraie reconnaissance. Ça prend toujours plus de mal, évidemment, quand c'est de l'argent public, quand c'est le CNC, quand c'est France Télévisions, etc., ou quand il y a des comités, hein, parce que c'est de l'audace. Mais je pense que cette audace, aujourd'hui, elle existe en France, avec toutes les écoles, avec tous les jeunes qui arrivent, et avec un public de plus en plus âgé qui va voir ce genre d'hybridation aujourd'hui. Si je peux réagir une seconde sur parce que c'est super intéressant ce que vous venez de dire, mais c'est vrai que moi, ce que je constate juste en tant qu'observatrice, c'est que japonais ou pas, les œuvres qu'on a pu citer, qui sont les plus connues, de Naruto à Demon Slayer à One Piece, c'est de la culture populaire dont tout le monde peut s'emparer d'une manière très simple en fait. Et enfin, moi, ce que je vois, c'est dans l'espace public, dans le langage. Par exemple, moi, je vois tout le temps des gens qui portent des trucs au motif de l'Akatsuki dans toutes les manifestations. Là. Donc, on en parlait hier. J'ai vu un article du Huffington Post. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de Gen Z en Europe et partout dans le monde, en fait, qui commencent à dire non à la corruption et qui s'emparent du drapeau de l'équipage de Luffy de One Piece. En fait, donc peut-être qu'effectivement la puissance de ces œuvres, c'est cet accès de compréhension directe dont tout le monde peut s'emparer sans avoir le complexe de l'accession à la culture, il faut avoir, je sais pas comment dire, parce que la plupart de la culture, il faut y avoir accès en fait. Donc il y a déjà une histoire de privilèges peut-être, hein, alors que effectivement peut-être la puissance de l'animation japonaise et du manga et d'autres œuvres, hein, parce qu'il y a d'autres œuvres qui sont tout aussi accessibles et pas japonaises, mais en tout cas c'est l'aspect populaire, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, juste une dernière question. On est là, tout au bout là, on est là. Merci Anaïs. Catherine, je suis là.
Petite question, parce que moi je ne suis pas du tout au courant, et je pense que c'est important aussi, parce que moi je pense que les talents, on les a, qui viennent du Japon ou français. L'envie, elle est là. Le public, il est là. Il n'y a pas d'argent, on est d'accord. Quel est le modèle de financement japonais ? C'est privé, comment ça fonctionne, ça s'autosuffit, comment c'est géré, comment c'est... Voilà. Ça, je peux en parler parce que c'est quelque chose que je trouve fascinant. En fait, au Japon, il y a ce qu'on appelle des comités de production, qui sont en fait une amalgamation de plein d'intérêts divers. C'est-à-dire qu'en fait, on va découper les différents droits de l'œuvre qui vont intéresser différentes parties. On va avoir, par exemple, une entreprise, une société de musique qui va s'associer au projet pour pouvoir apporter ses musiciens à l'œuvre. Générique de début, générique de fin, et qui va s'y retrouver sur la vente de CD, concerts. On va avoir un fabricant de figurines qui va aller mettre un peu d'argent au pot en échange des droits figurines. On va avoir l'éditeur du manga qui va considérer, parce que ça c'est un truc en Europe, on achète les droits à un éditeur qui est très content et finito. Au Japon, l'éditeur, le plus souvent est partie prenante, va mettre de l'argent dans la production parce qu'il sait qu'il va s'y retrouver sur les ventes de la bande dessinée ensuite. On a bien évidemment la télévision qui vient s'ajouter et d'autres types de partenaires, et ça permet en fait de limiter un peu les risques pour tout le monde et que tout le monde s'y retrouve, et c'est comme ça qu'on arrive à monter un comité de production. La limite peut-être de ce système-là est que si jamais d'une saison à l'autre quelqu'un ne s'y retrouve plus et quitte le comité, et ben dans ce cas-là, il y a des compromis à trouver, des choses à chercher, mais c'est un système qui est très différent, et nous, on est beaucoup en discussion avec des Japonais qui sont très intéressés par la France. On leur explique le concept du CNC, des quotas, ils tombent de leur chaise parce que pour eux, c'est inimaginable, et en même temps fascinant, passionnant et enviable, et sans qu'il y ait un système meilleur qu'un autre. C'est vraiment deux façons très différentes de penser le financement, qui rendent les collaborations... pas forcément difficile, mais en tout cas, il y a beaucoup de pédagogie à faire et de choses à inventer. La première limite, si je peux me permettre, c'est le fait que la plupart des projets doivent être basés sur une IP, du coup. Alors, ce qu'il faut savoir, de manière plus large et plus élémentaire, c'est qu'au Japon, le domaine du cinéma, de la production individuelle, ne dépendent pas, n'ont pas de lien avec la culture. C'est-à-dire que le cinéma dépend au Japon du ministère de l'économie et de l'industrie, et pas de l'agence des affaires culturelles, et donc il n'y a pas de financement public à la base. Ça commence à arriver, il y a des financements, l'agence des affaires culturelles finance certains projets, mais c'est toujours très compliqué, très minimaliste, et puis pour le cinéma en prise de vue réelle, et parfois c'est appliqué à l'animation, c'est intéressant dans le cadre du cinéma japonais, c'est les aides locales pour essayer d'attirer les tournages. Donc des films comme, c'était quoi le film du réalisateur de Jinro, Lettre à Momo, par exemple. Lettre à Momo, voilà, ça a été financé par une aide de telle région parce que ça se déroule là. Donc les Japonais peuvent faire des dessins animés qui sont aidés par des aides au tournage. C'est assez étonnant, mais ça reste extrêmement, comment dirais-je, secondaire. Et donc, foncièrement, il faut réussir effectivement à trouver dans le domaine privé les financements. Et donc, c'est ce qui fait qu'effectivement, on arrive à des comités de production avec leurs avantages et leurs limites, que ce soit parce que un comité de production, évidemment, sur la longueur, les intérêts des ayants droit peuvent varier. On peut ne plus savoir à qui s'adresser pour tout simplement accéder aux droits des productions. Et donc voilà, ces montages, tout le monde y trouve son compte. Alors tous les membres du comité de production y trouvent son compte. Souvent, historiquement, les studios n'y trouvaient pas leur compte. Aujourd'hui, maintenant, les studios peuvent parfois faire partie des comités de production. Ça ne résout pas l'ensemble du problème non plus. Voilà. Je crois qu'on est arrivé à la fin de notre temps. Merci beaucoup aux invités. Merci à vous tous. Merci à vous.